Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocats Londres associé pour VK. On va parler de l'assurabilité des collectivités, mais tout de suite, les brèves de la semaine avec un arrêt du Conseil d'État sur le droit de grève dans les organismes de droit privé en charge de services publics, un autre sur les agents des chambres consulaires lorsque ceux-ci sont de droit public et ils se retrouvent basculés sur un SPIC, et puis 3 circulaires de Matignon. Une sur les conséquences de l'arrêt du Conseil d'État qui, contre les conclusions de son rapporteur public d'ailleurs, avait dit que non, il n'y a pas protection fonctionnelle quand un agent va se retrouver devant la Cour des comptes ou la Cour d'appel financière au titre de la responsabilité financière des gestionnaires publics. Oui, mais cet arrêt reconnaissait la possibilité pour la collectivité publique d'aider son agent. Alors d'abord, elle n'est pas obligée de le faire, donc ça va entraîner des grandes inégalités. La réalité, c'est que ceux qui sont assurés, bien assurés, s'en sortiront. Pour les autres, ça va être très difficile, sauf à débourser des sommes importantes, parce que on est sur des contentieux qui sont aussi gros que le pénal, mais en plus technique. Donc c'est très très chronophage en général. Mais il y avait un débat. Est-ce que l'aide que l'administration peut apporter peut porter également sur la fourniture de documents, voire en fait un peu de training interne? La réponse est oui. Est-ce que ça peut aller jusqu'à payer un avocat? Là, la réponse est non, nous dit la circulaire du Premier ministre, alors que ce point était débattu et que on pourrait dire que l'arrêt du Conseil d'État ne l'excluait pas. Bon, à suivre. Et puis 2 autres circulaires, une sur la gestion budgétaire, en gros, il n'y a plus de sous, il va falloir suivre tout ceci plus solidement, et une autre sur le personnel, mais un peu dans le même sens. À noter aussi un arrêt intéressant, il y a quelques années, le Conseil d'État nous avait dit, et c'était un virement de jurisprudence, le juge doit soulever un certain nombre de moyens, même d'office, de son propre chef, quand il y a une responsabilité décennale et qu'il faut avancer sur la question de responsabilité. Même quand la responsabilité est in solidum, nous dit la CA de Marseille. Le Conseil d'État également a rendu une nouvelle décision sur l'obligation ou pas de signaler à une personne son droit de rester silencieuse. Vous le savez, depuis 2024, de manière très claire, mais l'histoire jurisprudentielle sur ce point est bien plus ancienne, on sait qu'on a l'obligation, à peine de nullité, de signaler à une personne lorsqu'elle fait l'objet de poursuites qui peuvent donner lieu à une sanction, on est obligé de lui rappeler son droit de rester silencieuse. Mais on a eu toute une série de décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État qui nous disent que telle ou telle procédure, en revanche, ne se voit pas appliquer cette obligation de signaler à une personne son droit de rester silencieuse, parce qu'elles ne conduisent pas directement en fait à une possible sanction. Pas d'application de cette obligation de signaler à quelqu'un son droit à rester silencieux quand on va faire une vérification pour constater les infractions de droit à l'urbanisme, quand on va faire une enquête administrative, quand on va faire par exemple des enquêtes de l'autorité des marchés financiers. Il n'y a pas cette obligation non plus pour les contrôles administratifs des agents de la CNIL, nous dit le Conseil d'État le 18 avril. Si vous allez sur le site de la DGCL, vous allez voir le dernier bulletin d'information statistique, BIS, et vous allez avoir la toute dernière diffusion qui est sur les statistiques, les chiffres et les cartographies annuelles en matière de communes nouvelles, oui d'accord, et d'intercommunalité. Et en fait, on constate quoi? Que ça fait quelques années, et notamment cette année, qu'il y a une quasi-stabilité de la carte intercommunale. Il y a une communauté de communes qui est en communauté d'agglomération. Il y a 4 communes qui ont changé d'interco. Oui, bon d'accord, enfin ça reste des petites choses. On a une stabilité à noter en ce domaine. Et puis quelques actualités en matière d'urbanisme. Le bail réel et solidaire est assimilé à du logement social par un certain nombre de choses. Oui, mais pas pour les places de stationnement, nous dit le TAD de Toulon. C'est un point qui est discuté encore. Et puis le Conseil d'État nous a dit que quand on a, par exemple, une digue, un système d'endiguement ou un barrage, on va prendre en compte ce en quoi cette digue protège, mais aussi les risques qui pourraient arriver si ça lâchait, ou si ça débordait, ou s'il y avait des lâchers organisés ou autres, au regard des règles d'urbanisme et d'application des règles de IOTA. Et puis voici quelques mini-brèves, ici. Passons à notre grand dossier, les mesures adoptées en avril 2025 pour améliorer l'assurabilité des collectivités. En effet, après un assez gros travail, il y a eu un rapport, notamment présidé par M. Chrétien, avec qui nous serons tout à l'heure, maire de Vesoul, qui agissait en lien avec l'AMF, avec 25 propositions pour augmenter l'assurabilité des collectivités. N'hésitez pas à mettre sur pause, je vous les fais défiler très vite. Voici, et là,
Et là encore, à l'occasion d'un colloque qui avait été organisé par l'Observatoire de la SMAC, j'avais interviewé aussi bien SMAC que le président Chrétien sur l'état de ses propositions à l'époque, puisque j'étais moi-même intervenu à ce colloque. En retenant quand même plusieurs choses de base. L'importance de ne pas lancer un marché public en l'air. Il faut qu'il y ait un inventaire précis, un état des biens, une politique d'amortissement, parce que sinon, donner juste un nombre de mètres carrés et espérer avoir un prix en ratio au mètre carré au nombre d'agents ne correspond plus aux pratiques des assureurs, quand on sait que un gymnase peut avoir un coût qui va du simple au quadruple, y compris en fonction de son année de construction, par exemple, et que l'on a des localisations qui peuvent entraîner un certain nombre de risques extrêmement variés. Et puis, on a un certain nombre de collectivités qui sont trouvées sans assureur. Alors, il y a la possibilité de dire « Oui, non, tu vas continuer à m'assurer le temps que je lance un marché en dépit d'une disposition de l'article L113-12 du Code des assurances. Mais le juge applique de manière assez stricte l'obtention de délais pour relancer un marché. N'hésitez pas à mettre sur pause, je vous ai mis ici un certain nombre de détails. Et puis, sur la base du rapport Chrétien, le Premier ministre a annoncé le 14 avril 2025 un plan d'action gouvernemental pour venir en aide au territoire face au problème d'assurabilité dans le cadre de grandes rencontres avec tous les acteurs de ce secteur. Avec un accompagnement des collectivités qui s'appelle Collectif Assure, 5 étapes à bref délai, elles s'affichent ici à l'écran, et voici ici un focus sur la première de ces étapes. Il y a une charte de l'assurabilité des collectivités qui a été signée entre l'État, France Assureurs et les principales associations d'élus. Il y a une cellule d'accompagnement des collectivités, Collectif Assure, qui va se mettre en place, là aussi n'hésitez pas à mettre sur pause, avec des comités locaux de l'assurabilité des collectivités. Ça fait beaucoup de choses tout ça, et des choses très importantes. J'ai donc voulu poser quelques questions à monsieur Alain Chrétien, vice-président de l'AMF, maire de Vesoul et président de l'agglomération. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. La première question, déjà, avant d'aborder les nouveautés, quels sont vos conseils opérationnels pour améliorer l'assurabilité des collectivités et vos principales préconisations en ce domaine, sachant que nombre de vos préconisations ont été reprises par l'État? Alors effectivement, le gouvernement a pris beaucoup de nos recommandations, dont notamment tout ce qui concerne les marchés publics, avec en premier lieu une meilleure estimation, une meilleure évaluation du patrimoine des collectivités, donc à la fois à la charge de la collectivité pour mieux connaître son patrimoine, mais aussi l'État s'est engagé à mettre à disposition l'ensemble des services de l'État, les DFIP notamment, pour nous aider à mieux connaître notre patrimoine. Et ça, c'est un consensus, tout le monde en est d'accord. Oui, parce que vous militez pour l'abandon du ratio au mètre carré pur et simple, dont on a parlé tout à l'heure, quand on n'a pas un vrai inventaire patrimonial avec une politique sérieuse d'amortissement. Effectivement, le ratio au mètre carré était un outil qui convenait quand tout allait bien. Maintenant qu'il faut affiner nos cahiers des charges, il faut vraiment qu'on ait une connaissance beaucoup plus précise. Et la typologie des bâtiments, la situation des bâtiments, leur corrélation avec les risques sur notamment le site géorisque. Donc on doit maintenant avoir des tableaux multicritères qui dépassent simplement le ratio au mètre carré. Encore que, il faut aussi connaître le nombre de mètres carrés qu'on peut avoir sur son patrimoine. Donc ça nécessite des métrés extrêmement précis. Et je crois que vous insistez aussi sur l'importance d'un vrai référentiel. Adapter les nouveaux référentiels. On avait parlé déjà à l'époque avec vous du fameux Q18. Il est clair que tous ces outils doivent être généralisés aux collectivités et ça fait partie des engagements de l'État et de France Assureurs de généraliser ce genre d'outil qui est très proche de celui qu'on utilise pour les entreprises. Et côté marché public, quoi de neuf? Sur les marchés publics, effectivement, le guide des bonnes pratiques est sur la bonne voie. Il devrait sortir au mois de juillet. On y travaille depuis maintenant presque un an dans des réunions techniques avec France Assureurs, les assureurs, Bercy et les élus. Ce sera un guide qui sera très pédagogique, qui sera très pragmatique, qui permettra en quelques minutes d'avoir une vision globale de ce qu'il faut faire, notamment sur les marchés négociés, sur les visites de terrain. Très souvent, on dit qu'on ne peut pas faire de visite de terrain si. On peut aussi parler de l'usage des variantes, qui est aujourd'hui trop peu démocratisé. Donc ce guide pratique sera vraiment complètement mis à jour par rapport à celui de 2008. C'est un travail de fond qui est en train d'être fait et ce sera un peu la Bible pour les directeurs de service, pour les directeurs de la réglementation, pour rédiger les cahiers des charges.
Rappelons aussi que des CCTP seront aussi rédigés spécifiquement pour aider chaque collectivité à rédiger ses pièces de marché. Donc là aussi, une grande avancée. Petite précision, pas besoin de modifications législatives, pas besoin de modifications réglementaires. Le seul sujet qui reste encore en suspens, c'est la définition de la complexité, qui est fait encore aujourd'hui l'objet de discussions avec notamment l'adage. Mais reste qu'il y a un marché et pour lequel on a peu aujourd'hui de compagnies d'assurance ou de mutuelles. Comment rétablir un niveau concurrentiel suffisant sur ce marché ? Je pense que tout ça est de nature à ramener les assureurs autour de la table, puisque toutes les discussions qu'on a eues lors du Rocklore ont été très fructueuses. On avait naturellement les deux principaux acteurs de l'assurance des collectivités, mais on avait aussi AXA. Et puis, on se rend compte que les autres généralistes français sont en train à nouveau de s'intéresser aux collectivités locales. Le réajustement tarifaire y est aussi pour quelque chose, naturellement. Les tarifs ont augmenté, et ça concerne l'ensemble du marché de l'assurance. Alors, il y a un sujet qui peut être parfois rédhibitoire, c'est la durée de résiliation, la durée préalable à la résiliation. Et le gouvernement a pris la décision de la fixer à 6 mois de manière législative. C'est sans doute la seule décision législative de court terme très rapidement qui va être prise, puisque c'est un amendement qui a été déposé lors du projet de loi simplification qui va fixer cette durée légale à 6 mois et qui va peut-être simplifier les choses. Les assureurs étaient un petit peu réticents sur le sujet, mais je pense que ça va là aussi rassurer les élus pour éviter des résiliations brutales et se laisser le temps de à nouveau relancer des procédures. Il y a aussi le sujet du BCT qui a évolué depuis qu'on s'est vu, puisque le BCT a été saisi par la commune de Breil-sur-Roya qui a statué sur son contrat, alors qu'on aurait pu penser que, comme c'était un contrat qui n'était pas obligatoire, le BCT aurait pu se décider incompétent. Il s'est appuyé sur la clause obligatoire CatNat pour statuer et il a obligé les assureurs à assurer la commune de Breil-sur-Roya pendant 1 an à des garanties qu'il a lui-même fixées. Donc le BCT est sans doute promis à un bel avenir et ce sera aussi un des outils qui va être utilisé par le gouvernement en cas de non-réponse aux collectivités. Donc si une commune n'a pas de réponse explicite ou implicite, elle pourra saisir le BCT, y compris par voie électronique, pour obliger l'assureur en question à faire une proposition. Sont prévues aussi des structures de conseil auprès des collectivités. Est-ce que ça va aller vite ? Alors ça doit aller très vite puisque France Assureur a accepté de prendre cette affaire en charge via le médiateur de l'assurance avec ses cellules d'accompagnement et chaque collectivité qui n'a pas de solution pourra se tourner vers cette cellule d'accompagnement qui sera chargée de faire une expertise flash de la situation pour comprendre pourquoi la collectivité n'a pas eu de réponse à son cahier des charges. Est-ce que c'est le cahier des charges? Est-ce que c'est le contexte de la commune? Est-ce que ce sont les exigences de la commune qui sont décorrélées du marché? Donc, il y aura une assistance juridique très précise, gratuite, naturellement, puisque le gouvernement s'est engagé à ce qu'aucune collectivité soit sans solution d'assurance via cette cellule d'accompagnement. Et au bout du compte, si la cellule voit qu'il n'y a aucune autre voie de recours, eh bien justement, elle dirigera ensuite la collectivité vers le BCT. Donc, on a là des réactions de très court terme et avant l'été, cette cellule d'accompagnement qui s'appelle Collective Assure sera mise en place pour répondre aux collectivités, des numéros de téléphone, des adresses e-mail, tout ça sera transmis par l'État dans les semaines qui viennent pour qu'on y ait une réponse très rapide. Ce n'est pas la seule avancée, je crois. J'aimerais aussi rajouter le sujet des franchises, puisque vous savez qu'un décret a été mal rédigé et a fixé le niveau des franchises au niveau maximal. Quand vous avez plusieurs lots, eh bien ce décret obligeait à ce qu'on applique la franchise maximale, notamment la franchise d'émeute. Donc c'était extrêmement élevé. Et c'est ce qu'on peut appeler la jurisprudence Rive de Gier, puisque c'est la commune qui a subi cette application du décret. Eh bien ce décret sera modifié, sans doute aussi avant l'été, pour mettre un terme à ce bug juridique qui faisait monter les franchises à des niveaux extrêmement élevés et rendait totalement inopérant l'ensemble des lots de marché d'assurance qui avaient été signés. Alors, un autre de vos chevaux de bataille est le combat, plus ou moyen terme, pour un autre type de solidarité nationale en cas d'émeute et puis quelques autres risques, à l'image un peu des catastrophes naturelles. Alors, sur ce sujet, il y a 2 sujets spécifiques. Il y a la solidarité nationale pour les catastrophes climatiques, hormis le système CatNat. On a la DSEC,
la dotation de solidarité aux événements climatiques, qui sera revue, dont l'éligibilité sera élargie. Tout ça, sans doute, avec la loi de finances pour 2026. Donc, l'ensemble des services concernés est en train d'y travailler. Et comme vous l'avez dit, c'est une mesure de moyen terme. Dans quelques mois, on espère que cette nouvelle DSEC sera inscrite au PJL, au projet de loi de finances, pardon, au PLF 2026, pour justement améliorer cette prise en charge via la DSEC pour les gros événements climatiques, comme on l'a vu sur la vallée de la Roya. Et puis le deuxième sujet, effectivement, c'est le risque émeute, où là, effectivement, on avance. On avance. Et l'hypothèse de création d'un outil type GAREAT commence à faire son chemin sérieusement du côté des assurances comme du côté du gouvernement. Donc les choses sont en train de bouger. Je vois notamment un positionnement de la Fédération des agents généraux qui milite aussi pour ce partenariat public-privé de prise en charge du risque émeute. Tout ça dans un contexte de responsabilisation de l'État sur ses missions d'ordre public. Donc les choses avancent. Je me rappelle que lorsque l'on s'était vu, beaucoup d'agents généraux et autres professionnels levaient les yeux au ciel quand on parlait du GAREAT. Eh bien, je crois que les choses sont en train de bouger. Donc, on progresse, non sans quelques bras de fer. Eh bien, je crois qu'on a là un plan qui est complet. Je suis vraiment content de la prise de conscience des assureurs. Je leur ai dit, à l'occasion de ce reclore de l'assurabilité, que c'était une question, certes, financière, mais aussi une question d'image. Parce que les collectivités ne sont pas des clientes comme les autres. Elles assurent des services publics qui concernent tout le monde et qu'il en allait de la réputation de nos assureurs nationaux et qu'il était important que France Assureur s'implique complètement dans cette réflexion. On a eu un discours très franc, parfois musclé, avec les assureurs lundi 15 dernier et lundi 14, pardon, et ça a été très, très constructif. On a prévu de se revoir avant la fin de l'année pour faire un point. Et le ministre a été clair, si les choses ne vont pas assez vite ou si les résultats ne sont pas assez positifs, effectivement, il réfléchira à déposer un projet de loi pour être un peu plus coercitif. Donc, on a aussi la pression du côté de l'État pour que les choses s'arrangent, mais elles s'arrangeront déjà par le dialogue constructif qu'on a commencé à mettre en œuvre. Très bien, merci beaucoup, au revoir. Merci à vous. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant de associés pour VK. Pensez à vous abonner, et par là, merci, au revoir.